Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, qui est le rendez-vous RH de Bismart. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job. Aujourd'hui, on va parler, devinez quoi, du télétravail. Allier sérénité et performance, c'est le titre d'un livre. On en parlera avec l'auteur et la fondatrice du webzine My Happy Job, que vous connaissez tous. Smart et réglo, le Covid est-il toujours un cas de force majeure? Dit plus clairement, est-il obligatoire de revenir en entreprise lorsque votre N+1, votre patron, vous demande de le faire? On en parlera avec une avocate dans quelques instants. Fanny Griesmer et sa célèbre pause café. Ça sera une revue de détail de tout ce qui va changer au 1er juillet, évidemment en matière d'emploi. On fera le point avec elle et il y a beaucoup de changements parce que c'est la fin du confinement, des règles de confinement le 30 juin. C'est aujourd'hui. Et puis le cercle RH aujourd'hui sous forme de grand entretien. On parle avec le directeur général d'une entreprise et elle était son entreprise en première ligne, le service à la personne, les seniors, les enfants, la garde d'enfants. Comment ont-ils traversé la crise? Comment ont-ils pivoté pour préparer cette rentrée? On en parlera avec lui. On parlera des seniors notamment, qui est un autre secteur en développement. Et puis fenêtre sur l'emploi, on va s'intéresser au recrutement. Oui, c'est une entreprise qui recrute. On parlera formation chez Neuroto avec des alternants. 1000 alternants sont en passe d'être recrutés chez Neuroto. Tout le monde connaît cette marque évidemment de réparation automobile. Voilà le programme aujourd'hui dans Bien dans son job. Tout de suite, mais c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans son télétravail aussi, puisqu'on va en parler avec Fabienne Broucaré. Merci Fabienne d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes ancienne journaliste, on est anciens confrères. On ne va pas se tutoyer confraternellement, on va se vouvoyer. Vous êtes la fondatrice, créée il y a 4 ans, du webzine My Happy Job, et auteur d'un livre pour essayer de prendre par la main tous ceux qui vont entrer dans l'ère du télétravail, qui n'est plus une parenthèse, mais qui va devenir leur quotidien. 10 séances télétravail, 10 séances d'auto-coaching pour allier sérénité et performance, édité chez Vuibert. On va parler évidemment de vos activités de rédactrice en chef et de fondatrice de évidemment My Happy Job, mais pourquoi le livre? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on a imaginé ce livre, en fait c'était marrant, entre les grèves du coup qu'on avait vécues fin 2019 et le Covid du coup de 2020. Donc c'est en effet un sujet qui était déjà d'actualité avant la crise du Covid, et forcément la crise a accéléré le télétravail. Et ce qui est intéressant, c'est que le télétravail ne va pas disparaître avec le retour au bureau, mais va s'installer durablement dans beaucoup d'entreprises. On voit beaucoup d'accords de télétravail qui sont signés ou renégociés cette année. Et donc l'idée, c'était d'aider les télétravailleurs à trouver la bonne organisation pour eux et continuer à cultiver la qualité de vie au travail aussi quand on travaille à distance. Quel conseil vous donnez? Quelle est la matrice de ce livre? Parce que l'auto-coaching, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'accorder des pauses, ça veut dire prendre le temps aussi de consacrer des moments à soi. Le télétravail, c'est très chronophage tout de même. Exactement. En fait, ce qu'on a vu, c'est qu'avant le Covid, beaucoup de gens pensaient que quand on est en télétravail, on ne travaille pas vraiment, c'était une idée reçue. Et en fait, au bout d'un an et demi de crise, on a vu que c'était totalement l'inverse, c'est-à-dire que les gens n'arrivaient plus à mettre de frontières entre la vie pro et la vie perso, et qu'il y avait un surinvestissement. Et ça va quand c'est peut-être une semaine par-ci par-là, mais quand ça devient un mode d'organisation durable, c'est pour les gens très épuisant et fatigant. Donc l'idée, en effet, c'était de donner des clés assez pratiques et pas mal d'astuces, et à chacun après de se faire sa propre recette. Il n'y a pas une recette magique pour tous les télétravailleurs, mais en effet, pour bien s'organiser, prendre des pauses, être efficace, pas forcément non plus trop procrastiner, et trouver un mode d'organisation. C'est danger ça quand même. Oui, exactement. Il y a ceux qui ont bossé jusqu'à 22h sans s'arrêter. Exactement. Et puis il y a ceux qui, comme vous le dites, se sont dit, je suis chez moi, je vais me prendre une petite pause, puis je vais aller faire les courses, puis je vais aller courir, puis à la fin, la journée, elle est terminée. Et ça passe parfois très vite, en effet. Et puis, il y a aussi ceux qui ont du mal à se motiver parce qu'on n'a pas les collègues avec soi, et donc c'est pas la même dynamique, c'est pas la même énergie que quand on est au bureau. Donc, l'idée, c'était de partager des conseils à la fois pour bien s'organiser, l'espace de travail, les relations avec les autres, et pour prendre soin de soi, même quand on est à la maison. Pour vous, c'est inéluctable. On est entré dans une nouvelle ère, parce que vous êtes au contact, et on va parler de My Happy Job, mais vous avez des remontées, vous avez vos chroniqueurs, vous avez vos experts qui vous éclairent, mais
On est vraiment en train de changer de monde là ? Oui, vraiment, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont découvert le télétravail en mars 2020 et même ces entreprises-là aujourd'hui signent des accords. Donc c'est même pour elles, c'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas le télétravail il y a encore 1 an et demi. Aujourd'hui, ça s'inscrit avec des accords de 1 ou 2 jours par semaine. Donc c'est quand même énorme par rapport à des entreprises qui ne télétravaillaient pas du tout il y a encore 1 an et demi. Et oui, je pense qu'en effet, c'est inéluctable parce que les salariés ont goûté au télétravail et le télétravail a plein d'avantages en termes de conciliation des temps de vie, de concentration chez soi. Et ça devient pour moi indispensable dans le package qu'on propose aux salariés aujourd'hui quand on les recrute et aussi pour les fidéliser et quelles que soient les générations, parce qu'il ne faut pas croire que le télétravail c'est plus pour les jeunes, pas du tout. Non, ça intéresse toutes les générations, donc pour moi oui, c'est un peu devenu inéluctable et maintenant il faut bien l'organiser. Et les femmes traînent mondeuses parce qu'elles ont souvent cette charge mentale, il faut quand même le préciser. Ils avaient les temps de transport pour aller travailler et puis il y avait la deuxième journée de travail qui commençait. Exactement. Donc c'est plus compliqué pour elles et donc peut-être plus agréable à vivre. Oui, tout à fait, avec juste le bémol qu'on a vu pendant la crise que les femmes en faisaient beaucoup plus encore en télétravail et donc que les inégalités continuaient malgré le télétravail. Donc du coup, je dirais que la victoire, ce sera quand les hommes télétravailleront autant que les femmes pour bien concilier les temps de vie. Fabienne, avant qu'on parle de votre webzine, la notion d'engagement, parce que ça c'est un sujet que j'imagine que vous traitez à la fois dans votre livre et aussi dans les travaux, les articles que vous proposez à vos lecteurs, il y a un débat sur l'engagement, c'est-à-dire qu'on constate comme ça une sorte de... On ramollit le lien entre le salarié et l'entreprise. Est-ce que ce n'est pas un peu le risque aussi du télétravail, malgré tout ? Il faut trouver le bon équilibre. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout aux deux extrêmes, c'est-à-dire tout télétravail pour tout le monde ou tout bureau pour tout le monde. Il faut trouver le bon équilibre et pour moi, l'engagement sera maintenu si on repense aussi la vie de bureau. C'est-à-dire qu'on télétravaille pour certaines tâches, pour se concentrer, pour des dossiers de fond et on vient au bureau pour les réunions, pour les temps ensemble, pour la créativité, le brainstorming et avec une vie de bureau animée. C'est-à-dire que si c'est pour revenir au bureau le casque sur les oreilles dans l'open space, ça n'a pas grand intérêt par rapport à travailler depuis chez soi. Donc c'est aussi aux entreprises de trouver le bon équilibre pour maintenir l'engagement et que on tire le meilleur profit de la vie de bureau et le meilleur aussi les bénéfices du télétravail. Oui, enfin l'open space n'a plus le vent en poupe. J'imagine que vous le traitez, tous ces sujets, vous les balayez, vous les auscultez. On a vu dans une émission récente que les open space, les gens réclamaient à près de 70% dans le sondage qu'on avait, un bureau individuel ou à partager à deux. Donc là, c'est pareil, c'est le retour en arrière, là. Mais à la fois oui, et dans certaines entreprises, on voit par exemple le flex office qui se développe aussi. Ça aussi, ça n'a pas le vent en poupe. Hein. Tout dépend comment c'est fait. C'est-à-dire que si les salariés gagnent avec des salles de créativité, des salles de réunion, des coins pour être au calme, des coins pour travailler de manière un peu informelle, de rencontres, je pense qu'ils vont adhérer. Si c'est pour juste avoir du flex office et plus de bureau fixe en soi, ça n'a pas forcément grand intérêt en effet. Donc il faut que ce soit bien pensé. Parlons, c'est intéressant parce que évidemment ce que vous faites dans votre webzine My Happy Job fait écho au travail que vous proposez dans ce livre. C'est quoi l'esprit de My Happy Job ? Qu'est-ce que vous voulez proposer ? 30 000 abonnés ? Oui, on a 35 000 abonnés 35 000. à notre Les chiffres ont évolué depuis. Exactement. Donc ça progresse de jour en jour. Exactement. Abonnés individuels, entreprises, j'imagine ? Tout à fait. En fait, moi, quand j'ai lancé le site, je voulais partager les clés du bien-être au travail, de la qualité de vie au travail avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on soit salarié, entrepreneur ou DRH, qu'on puisse partager des bonnes pratiques, des conseils. Et l'idée, c'est pas du tout de nier les problèmes ou les enjeux qu'on peut rencontrer, comme le burn-out, on parlait du manque d'engagement ou encore certains pour qui les RPS augmentent aussi cette année. Mais au contraire, l'idée, c'est d'apporter des solutions et de se dire voilà ce qu'on peut faire tous à l'échelle à la fois individuelle mais aussi collective et du coup de donner des idées pour favoriser la qualité du travail dans un maximum d'entreprises et d'organisations. Alors, les RPS, les risques psychosociaux, c'est un sujet qu'on traite beaucoup sur ce plateau aussi. C'est quoi les tendances ? Vous êtes la fondatrice et en quelque sorte la rédactrice en chef. Vous allez essayer de trouver les thématiques qui vont faire que les lecteurs vont ouvrir la page. On va vers quoi ? C'est quoi les grands thèmes que vous souhaitez développer ? Parce que vous dites c'est ça, on va vers ça. Alors là, forcément, on parle beaucoup en ce moment du modèle hybride. Tout le monde essaye de penser comment dans 3 mois, dans 6 mois, on va essayer de s'organiser. Et cette année, le sujet de la santé mentale est très important parce qu'après 1 an et demi de crise, beaucoup de salariés sont épuisés. Il y a beaucoup d'études qui montrent de la détresse psychologique. Donc on sent que les entreprises essayent de mettre de plus en plus de choses en place pour
pour agir en prévention. Et je dirais que ce qui est intéressant aussi, c'est la flexibilité en termes de, quand on parle de télétravail, par exemple, d'espace de travail. Et on voit aussi un regain, par exemple, pour les tiers-lieux, le coworking. Donc, j'aime bien cette période parce qu'on est en pleine expérimentation. Et du coup, il y a beaucoup de choses à tester. Les tiers-lieux, c'est un sujet sur lequel vous allez travailler, j'imagine. Alors, il y a déjà les espaces de coworking, on connaît, qui sont des marques, qui sont d'ailleurs venues pour certaines sur le plateau, des très grandes entreprises. Et puis, on découvre aussi les tiers-lieux. C'est quoi la différence ? Alors, il y a en effet les espaces de coworking où on peut prendre un abonnement à la journée ou passer juste une heure ou une demi-journée, une journée. Et après, les tiers-lieux, ce qui est intéressant, c'est les entreprises qui vont réussir à mettre en place peut-être des lieux un peu alternatifs, pas forcément loin du coup des habitations du coup de leurs salariés. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que on n'est plus obligé de télétravailler chez soi, mais qu'on peut faire du travail à distance dans des lieux un petit peu alternatifs qui sont ni le bureau, ni les locaux de l'entreprise, ni chez soi. Et ça peut correspondre à pas mal de personnes qui ont notamment des petits appartements. Et vous, j'imagine, parce que dans votre équipe, Fabienne Boucaré, vous avez déjà expérimenté depuis un an le télétravail. Enfin, vous recevez des articles par Internet, vous les relisez, on se fait une visio, enfin, c'est-à-dire que tout est atomisé, j'imagine, non ? Eh bien, tout est... Alors du coup, moi j'ai pas mal de mes pigistes qui sont aussi en province. C'était quelque chose qui me tenait à cœur dès le départ pour pas être trop parisien. Avoir un maillage aussi en province. Exactement, tout à fait. Donc on a pris ces habitudes-là de travail à distance. Et par contre, ce qui change là, c'est qu'on est aussi content de pouvoir se retrouver. C'est-à-dire que être en télétravail ne signifie pas ne plus se voir du tout, ce qu'on a pu faire pendant 1 an et demi avec la crise. Et là, ça fait du bien aussi de pouvoir revoir les gens pour des journées, une fois par mois, ou en tout cas d'avoir pas que des échanges par écran interposés. Oui, parce qu'il faut quand même avoir ce lien social. Il est vital, il est nécessaire. Exactement. Peut-être pas uniquement pour travailler, parce que c'est la tendance, mais aussi pour se réunir et connecter les cerveaux, parce que c'est un grand enjeu. Les grands enjeux, c'est la créativité ensemble. Et en fait, il n'y a pas que les temps informels qui comptent, ça on le voit de plus en plus. C'est-à-dire que les échanges qu'on a, on a beaucoup parlé de la machine à café, mais du tout, tous les temps informels qu'il y a avant ou après les réunions, par exemple, sont importants. Et tout ça, ça a eu tendance à disparaître avec la distance. Et disons que l'enjeu, c'est de recréer aussi toute cette spontanéité, les rencontres, et c'est de ces rencontres que naissent souvent de chouettes projets. On a notre machine à café tous les jours qui s'appelle Pause Café. Je sais que vous avez regardé notre émission avec Fanny Griesmer et notre machine à café sera ouverte évidemment dans quelques instants. C'est un très heureux de vous avoir accueilli sur le plateau, Fabienne Boucaré. Télétravail, ça c'est le livre chez Vuibert, c'est vraiment du concret, c'est du pratico-pratique et c'est 10 séances d'auto-coaching. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin ou commencer par My Happy Job, allez sur My Happy Job, connectez-vous et puis vous recevrez évidemment comme un journal, mais c'est un journal en ligne. Exactement. Sur la qualité de vie au travail et le bien-être au travail. Merci, bon vent à votre My Happy Job et puis évidemment longue vie à votre livre Télétravail. On fait du droit, tiens le droit, je ne sais pas si vous avez une rubrique droit dans My Happy Job. Ça nous arrive. Ça vous arrive. Le droit c'est important dans la qualité de vie au travail, tout ça est réglementé par le Code du travail. On va parler du Covid. Oui évidemment, le Covid, est-ce que c'est toujours un cas de force majeure ? Ça c'est une question que se posent les patrons, les chefs d'entreprise parce qu'ils aimeraient bien voir revenir malgré tout leurs salariés. On en parle tout de suite avec une avocate. Smart et réglo, on parle droit aujourd'hui, normal dans cette rubrique, et on va s'intéresser à un sujet alors vraiment qui est très sensible pour les chefs d'entreprise parce que ils sont en train de calculer, compter leurs effectifs et de se dire il faut qu'ils reviennent mes effectifs et on en parle parce que est-ce que le Covid est toujours un cas de force majeure ? Ça c'est une question à laquelle va répondre Clarisse Thomé-Duart, experte en droit des affaires chez SVP Information Décisionnelle. Bonjour Clarisse. Commençons par le début, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que le Covid est toujours un cas de force majeure ? En un mot, est-ce qu'un salarié, puisqu'on va avancer ensemble sur ce sujet, est en mesure de dire « moi je ne reviens pas, j'ai peur d'attraper le Covid ». Je crois qu'avant de s'intéresser à la question du Covid, il faut surtout expliquer qu'est-ce que c'est que la force majeure. Exact. La force majeure, c'est un événement qui empêche l'exécution du contrat et qui va faire en sorte que les parties sont exonérées de leurs obligations. Alors ça répond à une définition légale très précise qui me dit que la force majeure, c'est un événement qui échappe au contrôle du débiteur. Et la question du débiteur, c'est intéressant de savoir c'est qui ce débiteur. Ah oui, c'est compliqué là pour le Covid. Ensuite, il y a la question de l'imprévisibilité, oui, qui est appréciée de manière totalement subjective. La plupart du temps, la force majeure, elle est retenue à propos de catastrophes naturelles. Donc évidemment que ça apprécie différemment. Je vais prendre le cas par exemple d'une tempête de neige. Bon, vous êtes prestataire de service, la tempête de neige en plein été en Haute-Savoie, c'est pas la même chose qu'à Marseille. Donc voilà, c'est important. Surtout en plein été, si je peux me permettre. En plein été. En plein été, on est d'accord. D'accord. Elle est rare, la tempête de neige.
imprévisible, mais justement, mais alors, peut exister. voilà, en montagne, sait-on jamais, Ça par arrive. exemple. Donc, il y a le caractère irrésistible, c'est-à-dire que quand bien même on prend toutes les précautions et les mesures appropriées à la situation, on ne peut pas empêcher les effets qui s'imposent à nous, D'accord. eu égard à l'événement. Donc ça, c'est important de le retenir parce que la définition légale, elle est strictement cadrée, elle existe depuis la création du Code civil, et même avec la réforme en 2016, les critères ont été maintenus. Donc là, ça c'est le cadre, je dirais, général. Légal. Comment s'inscrit cette crise Covid qui n'a pas été souhaitée, voulue par le chef d'entreprise, elle lui tombe sur la tête. Comment elle s'inscrit dans ce cadre de la force majeure ? Alors, il faut quand même rappeler que de manière classique, toutes les maladies avaient toujours été envisagées de manière très restrictive et non retenues par les juridictions. On considérait que Ebola, dengue, H1N1, toutes ces jurisprudences-là disaient c'est pas imprévisible. Même quand il y avait des cas en France, on considérait que voilà, on pouvait par d'autres moyens pallier à la maladie. Quoi qu'il en soit. Un peu tiré par les cheveux quand même, parce qu'il y a un caractère imprévisible. L'idée, c'est que la force majeure était vraiment appréciée très strictement, que c'était vraiment l'événement absolument exceptionnel qui empêchait absolument toute alternative à l'exécution du contrat. Et donc, c'était apprécié très strictement. À notre grande surprise, après mars 2020, on s'est aperçu que très rapidement, eu égard à l'ampleur et à l'étendue des conséquences de la crise du Covid, la jurisprudence a appliqué systématiquement en considérant que tous les contrats conclus avant mars 2020, on pouvait retenir la force majeure dans la mesure où c'était complètement irrésistible et imprévisible. Et c'est important parce que la loi le dit bien, c'est-à-dire que l'imprévisibilité, elle doit exister pour les co-contractants à la signature du contrat. C'est-à-dire que l'événement, il doit être imprévisible au moment où je signe. Donc, la jurisprudence considère que pour tous les contrats conclus avant le 16 mars 2020, il n'y a pas de doute, la force majeure peut être retenue. La question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va se passer pour les contentieux existants, pour les parties qui sont entrées en relation après mars 2020. Mais Clarisse, pour le dire en des mots qui ne sont pas des mots juridiques, un salarié donc bénéficiant, ayant signé son contrat à partir du 16 mars 2020, qu'est-ce qu'il peut faire valoir ? Il peut dire « je ne viens pas dans l'entreprise, je peux exercer ce droit-là » ? La législation sur le droit du travail, c'est très particulier parce que de toute façon, le lieu de votre travail est prévu au contrat. Donc quoi qu'il en soit, aujourd'hui, si la revendication elle existe aujourd'hui, soit on prévoit le télétravail par voie d'accord collectif, soit rien n'est prévu. Et s'il est prévu à votre contrat de travail que vous devez exécuter votre travail sur site et que votre employeur vous dit vous revenez tous les jours, vous revenez tous les jours. Après, s'il y a un cas de maladie, ça va être apprécié par rapport aux problématiques de maladie classiquement. Donc vraiment, la problématique du droit au travail, je la mets de côté, c'est plus pertinent par rapport aux relations d'affaires, puisque là, on a vraiment une appréciation qui va changer dans le temps et qui a un caractère qui manque, c'est l'imprévisibilité. Après, le droit du travail, ça reste quand même très réglementé et donc il faut vraiment se référer au contrat de travail ou aux accords collectifs. Je repose ma question pour qu'elle soit concrète. Un cas de force majeure, on dit que le Covid, depuis le 16 mars, a été intégré dans un cas de force majeure, donc ça crée une jurisprudence, cette maladie, alors qu'auparavant, vous nous le disiez, les épidémies n'étaient pas prises en compte. Qu'est-ce que ça a changé pour le salarié ? Quel droit ça lui donne supplémentaire, ce cas de force majeure ? Alors vraiment, je reviens là-dessus, c'est-à-dire que le droit du travail, c'est très très particulier, c'est une législation à part. Par nature, la force majeure, elle est très très générale, mais elle est intéressante à envisager par rapport à des relations d'affaires plutôt que dans le droit du travail, parce que vraiment le droit du travail, c'est très particulier. Nous sommes d'accord. Donc ce n'est pas dans le cadre contractuel d'un salarié et d'un patron qui dirait « écoutez, vous revenez, puisque maintenant c'est réglé, tout est en règle, on déconfine et vous n'avez pas le droit de rester chez vous ». On est d'accord. Effectivement, aujourd'hui, il va falloir l'apprécier par rapport soit à l'accord collectif, soit à ce que prévoit votre contrat de travail. Pardon. Donc, dans la mesure où aujourd'hui, il y a quand même un retour à la normale relatif. Mais relatif. Enfin, jusqu'à hier, il était à la normale. On nous parle d'un nouveau variant qui arrive et qui va nous tomber dessus. On n'est pas à l'abri, mais il y a quand même une réglementation très précise qui prévoit que dans le cadre de négociations, on peut réorganiser ici la modalité de retour ou pas de ces salariés dans le cadre du travail. Donc c'est très particulier. Et il faut que l'entreprise puisse justifier effectivement qu'elle a mis tout en œuvre
depuis le début pour permettre la sécurité de ses salariés sur le site de travail. Effectivement. Et ça, c'est une obligation. Oui, bien évidemment, le respect des règles sanitaires, etc. Bien évidemment. Mais un salarié peut-il faire, sur le plan du droit, valoir le fait qu'il ne revient pas dans son entreprise parce qu'il estime qu'il pourrait être potentiellement contaminé, aujourd'hui encore, puisqu'il y a encore des contaminations, et que donc il ne peut pas revenir sur son lieu de travail? Non. Ça, c'est impossible. Non, son contrat de travail prévoit un retour sur site. Si son Donc, c'est un motif de licenciement. Alors ça, après, moi je vous le précise, je suis pas avocate ni expert Non, en droit mais social, bien sûr. donc vraiment, je connais pas du tout la jurisprudence. Vous êtes dans le droit des affaires. Exactement. Je suis en train de vous embarquer sur une rivière qui n'est pas la vôtre. Mais en tout cas, c'était important de revenir. Donc, ce que vous évoquiez là aujourd'hui, c'était quand même au-delà du simple contrat de travail, c'est dans le cadre de relations d'affaires. Exactement. On est d'accord. Exactement. Entre un prestataire, par exemple, et une entreprise, pour le dire simplement. Voilà. Bon. Et alors justement, c'est important que vous envisagiez ça, parce que la question, c'est qui peut s'en prévaloir. Vous voyez, on est deux parties au contrat. Bien sûr. On est deux parties au contrat. Et il y a un arrêt qui est assez important du 25 novembre 2020 qui revient sur la règle qui est explicitée dans le code civil, mais qu'on avait tendance à oublier. C'est-à-dire que pour un prestataire de service, pour le dire simple, moi je vous vends quelque chose ou je délivre une prestation de service. Vous, en qualité de client, vous me payez le prix de ma prestation. Et c'est vrai que la pratique avait tendance à considérer que l'un comme l'autre, on pouvait tous les deux revendiquer la force majeure en disant moi je suis client, finalement je ne peux pas être utilisateur du service, donc je refuse de payer et le contrat est suspendu. Or, la Cour de cassation, elle rappelle qu'il n'y a que le débiteur de l'obligation, donc le vendeur ou le prestataire de service, pour le dire simple, qui peut revendiquer cette protection de la force majeure. D'accord. Pourquoi ? Parce que lui, il va expliquer que l'événement lui a empêché l'exécution et que l'objet même de la force majeure, c'est pas de suspendre en tant que tel les contrats, c'est de permettre un temps de suspension dans le cas où l'événement est temporaire. Il y a une résolution. Puis ensuite réenclenche la livraison ou le service donné. Exactement. Il y a une suspension qui ne proroge pas d'ailleurs le contrat d'autant de la période de suspension. Oui, ça n'annule pas, et en particulier le paiement, puisqu'en fait l'enjeu c'est évidemment que la relation finit. Si, pendant la suspension. Bien sûr, mais après on enclenche. Il y a une suspension du paiement. Ensuite, une fois que c'est réenclenché, on repart dans une relation commerciale. On revient à la normale. Et c'est important de le préciser parce que quoi qu'il en soit, ça remet les pendules à l'heure et ça explique bien que c'est un mécanisme de protection pour celui qui est obligé d'exécuter une prestation concrète. Mais pas le client. Lorsque je suis payeur, en fait, je ne peux jamais être empêché de payer en tant que tel. Donc, si je n'ai pas pu bénéficier d'une prestation, elle est décalée, alors que mon prestataire, lui, était disposé à le faire, je ne peux pas revendiquer la suspension du contrat ou l'annulation, la résolution. Je dois payer, quand bien même je n'ai pas pu, pour des raisons X ou Y, me présenter. Merci Clarisse Thomé-Duart. Je vous avais embarqué sur le mauvais chemin, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Merci, experte en droit des affaires chez SVP Information décisionnelle en droit des affaires, que les choses soient claires. On fait une petite pause, la fameuse pause café dont on parlait il y a quelques instants. C'est la pause café de Fanny Griesmer. Tiens, ça intéresse aussi les juristes. Qu'est-ce qui va changer? Parce qu'on en parle beaucoup entre nous. Qu'est-ce qui va changer à partir du 1er juillet? Il y a plein de choses qui vont changer et c'est une revue de détail que nous fait Fanny Griesmer dans quelques instants. Fanny, la fameuse pause café qu'on évoquait tout à l'heure avec notre invité de My Happy Job. Il y a plein de choses. C'est intéressant d'avoir choisi une revue de détail. Alors, vous n'avez pas tout mis. J'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui changeaient à la Fédération française de tennis, pour les joueurs de tennis, mais ça ne nous concerne pas. Sauf si vous êtes salarié et que vous jouez au tennis, éventuellement, ou vous travaillez pour la Fédération française de tennis. Mais sinon, non. Qu'est-ce qui va changer, Fanny? Racontez-nous tout. Énormément de choses. C'est vrai que chaque début de mois apporte généralement selon son lot de petits ou grands changements. Le mois de juillet arrive très bientôt, puisque le 1er juillet, c'est demain. Et voilà, on va avoir de nouvelles mesures qui entrent en vigueur, notamment sur le front de l'emploi. Donc j'ai décidé de vous faire un petit tour d'horizon de tout ce qui changeait à partir de demain. Donc on commence avec une avancée. On en a parlé. On en a parlé, oui. Vous en avez parlé d'ailleurs, et on en a même parlé dans nos débats, l'allongement de la durée du congé paternité. Et oui, dès demain, il passe de 11 à 25 jours. 25 jours auxquels s'ajoutent les 3 jours de congé de naissance, soit 28 jours de congé au total. Sur ces 28 jours, c'est une nouveauté. 7 jours seront obligatoires et à prendre immédiatement à la naissance de l'enfant. 7 jours obligatoires? 7 jours obligatoires qui correspondent en fait aux 3 jours de congé de naissance, comptés en jours ouvrables, suivis de 4 jours de congé paternité qui, eux, sont calculés, attention, en jours calendaires
ou consécutives, c'est-à-dire qu'on compte les week-ends et jours fériés. Et c'est une nouveauté, là aussi, le reste du congé paternité, donc il vous reste 21 jours, ce reste de congé pourra être pris de manière fractionnée en 2 périodes d'une durée de 5 jours minimum, à poser jusqu'au 6e mois de l'enfant. Avant, il fallait prendre tout en bloc et dans un délai de 4 mois. Il ne faut pas qu'il ait 18 ans pour les prendre, c'est ça? Non, vous en profiterez pas de la même manière en tout cas. Niveau rémunération, rien ne change en revanche. Les 3 jours du congé de naissance restent à la charge de l'employeur. Les jours restants sont pris en charge et indemnisés par la sécurité sociale. Avec une petite baisse évidemment pour certains revenus. Puisque En fait, c'est indexé à votre niveau de salaire. Il faut préciser que les entreprises peuvent compenser. Ils peuvent rajouter la Tout différence. dépend de la convention. Ça dépend de la convention et l'envie de l'entreprise. Qui peut profiter de ce nouveau congé, Fanny? Eh bien, en fait, le congé paternité est accessible à tous, quelle que soit l'ancienneté et le contrat de travail. Ça concerne aussi bien les CDI, CDD que les contrats temporaires. Le congé concerne le père de l'enfant, mais pas seulement. Si la mère vit en couple avec une autre personne, liée par un mariage, un pax ou le concubinage, je déteste ce mot, mais voilà, ça existe. Cette dernière peut aussi en bénéficier. Une condition tout de même, eh bien oui, l'enfant doit être né à partir de demain, j'ai envie de dire, donc c'est les enfants à naître, ou avant. Eh oui, mais uniquement si la date du terme de la grossesse était prévue en juillet. Donc soulagement pour les parents qui croisaient les doigts et qui espéraient que l'enfant naisse après juillet pour pouvoir bénéficier effectivement de ce congé paternité, nouvelle version. Une sorte de prématurité d'une dizaine de jours avant. Oui, c'est ça. Généralement, les bébés pointent le bout de leur nez avant l'heure. Et voilà. En pratique, par rapport à l'employeur, il faut faire des choses. C'est assez simple. Le salarié, donc c'est bien au salarié d'informer son employeur de la date présumée de l'accouchement au moins 1 mois à l'avance. Même délai pour les dates et durées des périodes de congé de paternité. En cas de naissance de l'enfant avant la date présumée, le salarié doit informer son employeur sans délai. Généralement, les entreprises s'organisent pour que le congé puisse être pris de manière anticipée. À noter dans sa to-do, ça c'est un mot qui est souvent transférer ses heures de diff sur son compte personnel. Que je l'avais noté dans ma to-do. On a tendance d'ailleurs à ne pas le prendre en compte et à mettre toujours à procrastiner ce moment. Là, attention, vous avez jusqu'à ce soir, minuit. Demain, il sera trop tard. Et c'est bien à vous de le faire, pas à votre employeur. Depuis le 1er janvier 2015, pour les salariés du privé, je le précise, le compte personnel de formation remplace le droit individuel à la formation. Avec le DIF, donc droit individuel à la formation, il était possible de cumuler jusqu'à 120 heures de droit sur une période de 6 ans. Avec le CPF, désormais, ce sont des euros, non plus des heures, qui sont octroyées chaque année. Donc, si vous ne vous êtes pas penché sur la question, vous avez donc une somme d'argent, d'une part, votre CPF, que vous pouvez utiliser pour suivre une formation, mais aussi des heures qui dorment quelque part, vous ne savez pas trop où, et qui ne sont pas utilisables en l'état. C'est pourquoi il faut convertir ces heures en euros. Et vous avez donc jusqu'à ce soir pour le faire. Sans cela, ces droits et donc l'argent qu'ils représentent seront perdus. 1 heure vaut 15 euros. Et oui, ce n'est pas rien. Donc si vous avez 120 heures qui restent, qui sont je ne sais pas où, mais qui n'ont pas été utilisées, vous risquez de perdre ce soir 1 800 euros. Connaissant le coût des formations, je pense que ce serait dommage de passer à côté. Alors la démarche est assez simple. Moi, je vous conseille quand même de vous y prendre relativement tôt, de ne pas attendre c'est mon cas. La toute dernière minute. Ça se passe sur le site officiel moncompteformation.gouv.fr. Il suffit de créer un compte, de reporter le solde d'heures qu'il vous restait fin 2014. Pour connaître ce chiffre, il faut se reporter à la dernière feuille de paye de l'année 2014, éventuellement de l'attestation, si vous la retrouvez, bien sûr, que vous a fourni votre employeur à l'époque. Oui. Faites comme moi, moi je glisse tout dans une chemise, généralement j'arrive à m'y retrouver. En revanche, pourquoi... Déjà, le temps de retrouver ces documents, ça peut prendre du temps. Et puis aussi, le trafic est particulièrement difficile sur le site officiel depuis lundi matin. Je m'y suis rendue, moi, hier, pour voir si ça fonctionnait. Et voici ce qui s'est affiché. Donc, il serait dommage à 23h58 de tomber sur ce même message. Bravo, vous êtes extrêmement nombreux à vouloir utiliser le site Mon Compte Formation en même temps. Oui, c'est très bien, bravo, mais vous ne pourrez pas convertir vos heures. C'est plutôt dommage.
chômage. Voilà, ça marche pas. Donc en résumé, chômage partiel, et ça va changer aussi au 1er juillet. Et oui, le gouvernement l'avait promis au printemps. La prise en charge du chômage partiel est revue à la baisse. L'indemnité perçue par les salariés concernés passe en effet de 84% à 72% du salaire net. Les salariés des entreprises relevant des secteurs les plus touchés par la crise, comme la culture, la restauration notamment, et ceux des entreprises fermées, eux, ne sont pas concernés par cette baisse. Ils continueront donc de percevoir une indemnité égale à 84% du salaire net, et ce jusqu'au 31 août prochain. D'ici là, ça peut changer, je ne sais pas, on verra. L'assurance chômage, là aussi, parce qu'il y On avait en a la parlé réforme. aussi récemment, Ah oui. effectivement. Alors c'est vrai que le Conseil d'État a suspendu l'entrée en vigueur du nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence, mais les autres mesures et les mesures principales du texte, elles, seront bel et bien appliquées à compter de demain. Il y a notamment le bonus-malus pour limiter le recours abusif aux contrats courts. Bonus-malus qui commencera à être calculé sur les contrats signés à partir de demain et jusqu'au 1er juillet 2022, mais les entreprises ne seront pénalisées ou bonifiées à travers leurs cotisations qu'en septembre 2022. Puis une autre mesure, la dégressivité des allocations chômage pour les cadres. Oui. Cette mesure concernera les demandeurs d'emploi de moins de 57 ans inscrits au chômage à partir du 1er juillet et qui toucheraient, lors de leur dernier emploi, un salaire supérieur à 4 500 € bruts par mois. Ça peut faire très mal, évidemment, Ça peut faire mal, effectivement. en matière de niveau de vie. Et puis, il y a la question des professionnels et des professionnels libéraux couverts par les cas d'arrêt de travail. Ça, c'est une Enfin, petite oui, parce que nouveauté. c'est vrai que la crise sanitaire a mis en évidence la situation des professionnels libéraux qui ne sont que 20% à être couverts en cas d'arrêt de travail, de maladie ou d'accident. Donc, dès demain, près d'1 million de professionnels libéraux, médecins, notaires, architectes, moniteurs de ski, mais pas les avocats, je suis allée chercher, ces professionnels libéraux pourront bénéficier donc dès demain d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, seulement 3 jours de carence comme les salariés du privé, au lieu de 90 jours actuellement pour ceux qui y avaient droit. En fonction de leurs revenus, la cotisation sera comprise entre 50 et 370 € par an pour une prestation pouvant aller de 22 à 169 € par jour, dans la limite de 3 mois par arrêt et de 4 arrêts tous les 3 ans. C'est complexe, mais c'est une bonne nouvelle, parce qu'effectivement, certains se sont trouvés dans une situation assez délicate. Parce que, globalement, il fallait cotiser en indépendant, à part, et que ça coûte cher, surtout quand on se lance, et que beaucoup n'étaient pas couverts, justement, en cas d'arrêt de travail, et malheureusement, ça arrive. Bon, écoutez, il y a pas mal de choses qui changent. Merci Fanny pour cette revue de détail, évidemment. On le fera régulièrement. D'ailleurs, c'est intéressant de voir aussi les choses qui évoluent, notamment à la rentrée peut-être. Certaines choses nous échappent parfois et elles sont importantes. Et c'est l'occasion de la pause café. Et aussi la réouverture des cantines à la jauge pleine. À la jauge de jauge pleine. à 50%. Vous allez pouvoir déjeuner de nouveau avec tous vos collègues. Et rajoutons que les discothèques, ça c'est un sujet d'un secteur d'activité en attente. C'est le 9 juillet et jauge à 75% dans les salles de concert. On n'est pas à 100%, mais jauge et debout, me semble-t-il. C'est ça. Merci Fanny. On fait une petite pause. On va s'intéresser à un secteur qui a été en première ligne et qui a traversé évidemment la crise, comme beaucoup de secteurs avec difficulté. On va parler des gardes, du service à la personne, garde d'enfants, mais aussi de personnes âgées et de travaux paysagistes. On reçoit dans quelques instants le directeur général de O2, l'un des leaders, si ce n'est pas le leader français en matière de service à la personne. Il est notre invité dans un grand entretien. On fera le point avec lui sur ce qu'il a traversé et puis ce qu'il prépare pour la rentrée. Évidemment, c'est tout de suite. Le cercle RH sous forme de grand entretien, comme ça nous arrive très régulièrement dans notre émission, et on reçoit Jean-François Auclair. Bonjour Jean-François. Bonjour. Vous êtes directeur général d'O2. On va raconter votre histoire et votre parcours, parce que vous venez des RH. Vous savez que notre émission, c'est une émission consacrée au RH, donc c'est un sujet que vous connaissez très très bien. O2, c'est le leader français en matière de service à la personne. Alors, il ne faut pas se tromper, leader d'abord sur ménage, repassage, senior, garde d'enfants. Alors en fait, O2 est une marque multi-experte. Donc dans nos agences, nous pratiquons effectivement l'entretien du domicile, mais le ménage-repassage, la garde d'enfants à domicile,
on a une grosse activité aussi auprès des personnes seniors ou handicapées. Et puis, nous avons aussi une activité de jardinage. Le jardinage paysagiste que vous développez, ça marche bien, ça? Alors, c'est une activité qu'on a développée maintenant depuis une petite dizaine d'années et qui marche bien. Il y a un vrai marché aujourd'hui sur l'entretien des jardins. La difficulté aujourd'hui, c'est plus de trouver les jardiniers que de trouver les clients. Oui, vous êtes en pénurie de jardiniers? Alors, plus globalement, le secteur des services à la personne est en pénurie sur les différentes activités. Le RH est vraiment au cœur de ce métier de service à la personne. On a eu d'autres entreprises spécialisées notamment sur les maisons de retraite, sur les EHPAD, qui nous disaient la même chose. D'abord, un petit mot sur la traversée de crise, parce qu'il faut quand même se parler droit dans les yeux. Les chiffres sont bons, hein. Là, sur 2021, vous êtes en train de repartir. Oui. Ça repart très fort, même Très belle d'ailleurs. croissance, oui. On reviendra sur ces chiffres positifs de l'entreprise, mais une crise comme ça, quand vous la prenez en pleine poire, vous qui êtes dans une entreprise de service à la personne, les gens vous disent, mais moi je suis à la maison, donc je peux tailler mes haies, je peux faire mon repassage, je peux faire mon ménage. Globalement, vous vous dites, on n'a plus rien à faire là. Alors, l'activité a connu effectivement une très forte baisse, sauf auprès des seniors. Parce que la personne qui a besoin d'une aide à domicile, c'est sûr, pour se lever, faire sa toilette, faire à manger, on continue à venir. Et donc pendant cette période de confinement, surtout le premier confinement qui était très dur, notre activité sur le ménage repassage, la garde d'enfants était descendue à peu près à 15% de notre activité forcément, normale. les gens étaient chez eux. Les gens étaient chez eux, ils gardaient leurs enfants, ils faisaient leur ménage, en plus ils ne pouvaient pas sortir. Donc voilà, plus la crainte, parce que dans le premier confinement, la Covid, on allait tous mourir, c'était... bon. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est critique et en termes de santé publique, mais on nous a fait beaucoup peur aussi lors du premier confinement. On s'est replié. Donc on s'est tous repliés sur soi. On ne voulait plus que quelqu'un de l'extérieur vienne dans sa maison, faut le dire. Donc le sujet, c'était, écoutez, j'aurais bien besoin, mais je préfère que personne ne vienne chez moi. Bon, pour les personnes âgées, dépendantes, bon, la question ne se posait pas. Et bien entendu, tous nos salariés étaient protégés pour ne pas contaminer nos clients. Des clients qui donc se sont débrouillés, qui n'ont pas utilisé vos services, et puis vous aviez l'ensemble de vos salariés en CDI, hein, il faut quand même préciser que 100% de nos salariés sont en CDI. Oui. À qui vous dites quoi alors à ce moment-là? Alors, pendant le premier confinement, beaucoup de salariés devaient garder leurs enfants. Donc déjà, eux aussi. Vous tombez très vite dans ce que le gouvernement a mis en place. Écoutez, je vais faire le chômage partiel garde d'enfants. Donc voilà. Et puis vous êtes obligé en tant qu'entreprise, parce que vous êtes quand même une entreprise, donc il y a un sujet économique, vous mettez aussi les salariés en chômage partiel parce que les clients ne consomment plus. Donc vous vous retrouvez avec un socle de salariés à peu près à 25% de vos effectifs pour poursuivre l'activité qui reste, quoi. Donc il vous reste 25% pour répondre, parce que malgré tout l'entreprise continue pour répondre à la demande. Voilà, et il faut répondre aux demandes, notamment côté senior, parce qu'il y a des familles qui vous disent, moi, ma grand-mère, ma mère, il faut continuer à pouvoir faire son ménage, pour certaines personnes même gérer le jardin, parce que c'est une réalité. Parce qu'en plus les aidants sont pas toujours, enfin les aidants, les enfants sont rarement juste à côté. Ben oui. Avec la mobilité, enfin c'est un sujet RH, mais bien sûr. Beaucoup de gens n'habitent plus près de leurs parents. Ça c'était il y a 50 ans. Exactement. Et du coup, c'est des entreprises comme O2 qui aujourd'hui interviennent pour le domicile, pour le jardin. Et puis O2, il faut quand même le préciser, parce que l'aventure démarre au Mans. C'est intéressant de raconter les histoires d'une entreprise. C'est le Mans, avec son fondateur, avec vous qui étiez déjà dans la salle des machines, en charge des RH, et un nouveau siège social de 450 salariés. Qui arrive un peu bizarrement, parce que vous créez un truc qui est très beau, mais sauf que vous dites à vos salariés, vous rentrez chez vous. Alors en fait, là aussi, c'est un choc. C'est exactement ça. C'est-à-dire que en premier confinement, donc mars 2020, activité qui chute, notre siège social se termine puisqu'on le faisait construire, avec normalement un déménagement prévu en novembre. Bon, retard dans les travaux, puisque là aussi, chômage partiel. Donc on a emménagé en février 2021, donc avec un peu de retard, dans un outil de travail qui est juste magnifique, mais avec beaucoup de gens en télétravail. Et donc vous vous retrouvez avec 15-20% de l'effectif présent sur un site qui est assez exceptionnel. J'ai le directeur général et qui a une appétence en RH, parce que c'est votre parcours. C'est ma formation. C'est votre formation. Donc RH vous avez, quand je vous dis télétravail, parce que là les salariés, là en ce moment, je sais pas, vous avez signé un accord de télétravail? Oui, dans le cadre de notre accord sur la qualité de vie au travail, il y a
Un sujet complet sur le télétravail parce que c'est aussi maintenant une demande des collaborateurs. Les habitudes de travail ont changé. Et on s'est nous-mêmes aperçu que le télétravail, finalement, ne pénalisait pas l'entreprise, sous réserve que de temps en temps, les gens repassent au bureau. Sous réserve qu'ils reviennent, ouais. C'est ça, parce que ça va être un sujet, je pense, c'est un sujet pour vous. De l'après-été. Mais globalement, nous, on a travaillé pendant toute cette période sur un jour de présence au bureau. Là, on est repassé à 2. On verra après l'été comment ça se gère, mais dans notre accord QVT, il y a effectivement le télétravail qui a été pris en compte parce que c'est une demande à la fois des salariés, de nos représentants du personnel aussi. Et donc, il fallait répondre à cette demande. Mais Jean-François, c'est quand même très intéressant ce que vous nous dites, et vous n'y êtes évidemment absolument pour rien, puisque cette affaire de Covid nous est tous tombée dessus. Mais vous êtes dans un processus de développement d'une entreprise qui cartonne. Il y a 3 ou 4 ans, vous dites on va faire un très beau siège social. Vous n'imaginez pas 15 secondes que le Covid va arriver. Vous faites des plans, vous prenez un architecte, vous faites quelque chose de magnifique, vous mettez de l'écologie, du développement durable, des espaces sublimes. Et puis en fin de compte, il n'y a plus personne dans le bâtiment. Alors, ça, c'est quand même, non, mais c'est un peu troublant quand même. Alors ça, c'est le portrait un peu noir et à date. On peut penser que des habitudes de travail vont aussi revenir. Non, mais je vois sourire, c'est quand avec même un peu de présentiel. Mais vous vous l'êtes dit quand même, on a un très beau truc, mais il y a un quart des effectifs. Évidemment, quand vous emménagez en février, vous faites le tour des plateaux, parce qu'il y a pas mal d'open space. Vous faites le tour des plateaux. Oui, alors il n'y a pas que ça, mais on en a pas mal. Il y a plein d'espaces de coworking. Vous êtes pris la tête pour faire quelque chose de bien. Ouais, on a vraiment réfléchi pour faire un siège super sympa. Mais sauf qu'il n'y a pas l'effectif. Exactement. Donc on s'est retrouvé en février avec à peu près 10% de l'effectif. Alors forcément, ça remonte un peu, mais on a aussi construit un siège social parce qu'on est une entreprise très ambitieuse et qui se développe beaucoup. Donc on n'a pas construit un siège social juste pour l'année 2021 non plus. On avait prévu même de la place supplémentaire pour poursuivre notre croissance, pour pas se dire c'est sympa, on a un super siège social, mais tous les salariés peuvent pas habiter au même endroit, on va devoir en prendre un autre. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, on avait prévu ce sujet de la place. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de salariés qui apprécient de revenir quand même au travail. Il y a ceux qui sont fans du télétravail, mais il y a ceux aussi qui ont envie de retrouver leurs collègues, une ambiance de travail. Et ce nouveau bâtiment, en plus, il y contribue pas mal parce qu'on a aussi des terrasses extérieures pour déjeuner. Enfin, tout a été fait et tout a été pensé pour que les salariés se sentent bien sur leur lieu de travail. C'est le Google du service à la personne, quoi. Vous avez la petite bulle, parce que c'est O2. C'est ça, c'est la petite bulle O2. D'oxygène, quoi. Aujourd'hui, on ne va pas se comparer à ce géant, mais en tout cas, notre ambition... Ouais, de créer un espace, un environnement favorable. Et 450 personnes, normalement. Tout à fait. Là, à date, aujourd'hui, puisque vous êtes notre invité, combien de personnes là sont sur site ? Là, aujourd'hui, on est à peu près à 150. 150, donc il y a encore 300 personnes qui n'occupent pas l'espace que vous leur avez dédié. Qui viennent chaque semaine, mais qui ne sont pas là sur les 5 jours de la semaine. Alors, là, c'est un petit peu le Covid qui vous percute, puis il y a la stratégie. Le développement, activité, évidemment, on vient de l'entendre, qui est en baisse, mais qui est reparti parce que vos chiffres sont bons. 14 000 salariés. Il faut quand même préciser à ceux qui nous regardent qu'O2, c'est à la fois du propre, des agences en propre, et puis vous avez un peu plus, d'ailleurs 190 agences en franchise. Vous pouvez aussi être des franchisés d'O2. Votre stratégie, c'est quoi là aujourd'hui ? Alors, en fait, notre stratégie, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 180 succursales, 190 franchises. On a un développement d'implantation qui se fait dorénavant beaucoup plus en franchise. Je pense qu'on finira l'année à peu près avec 400 agences sur le territoire français. Donc un beau développement. Donc effectivement, tout à l'heure, je parlais que la clé, c'était le RH pour recruter des intervenants à domicile. Mais dans le recrutement, on cherche aussi des franchisés, puisque nous avons encore de nombreuses zones qui sont disponibles sur le territoire. Et donc, on cherche aussi des franchisés pour se développer. Jean-François Auclair, il y a une double démarche RH quand on travaille dans le service à la personne, parce que le franchisé ou celui qui est en propre O2 va regarder, recruter, faire des entretiens pour savoir si la jeune dame, la jeune fille, le jeune monsieur ou plus âgé colle. Puis derrière, il faut que ça colle aussi avec la famille. Donc il y a un double cliquet là. Alors en fait, c'est compliqué ça. C'est tout l'enjeu des services à la personne, c'est que c'est quelque part une relation tripartite. Donc on a notre client, on a notre salarié. Bien évidemment, si ça ne matche pas, on est en risque à la fois avec le client, mais aussi avec le salarié, parce que le salarié peut très bien dire, écoutez, il va aller ailleurs. Comme on est sur un métier en tension, il va aller chercher ailleurs. Donc tout notre objectif, c'est effectivement de bien comprendre le besoin du client, de bien cerner ce besoin pour mettre un salarié son besoin chez et sa lui. psychologie, si je peux me permettre. Et sa psychologie, il faut sentir le client. Sa psychologie, son savoir-être. Et du coup, on met en face un salarié qui convient à ce profil. Dur, hein.
c'est pas le plus simple, surtout quand vous êtes en tension. En tension, vous vous dites, je vais mettre cette personne-là, je vais essayer. Mais globalement, nos agences sont vraiment très attentives à ça. Parce que, bien sûr, on se développe et on acquiert beaucoup de nouveaux clients, mais dans notre métier, un des enjeux, c'est aussi, c'est pas que d'acquérir, c'est de garder les clients, de garder les salariés. Fidéliser. C'est le mot fidélisation, il est clairement côté commerce et côté ressources humaines. Mais d'ailleurs, dans votre les deux vont stratégie ensemble, d'ailleurs. globale, c'est de se dire, si on a été bon sur le ménage et le repassage, peut-être que la personne qui a son pavillon a peut-être besoin aussi Comment on arrive à passer et peut-être que cette personne a une maman qui a besoin d'un service à la personne et d'une aide. Comment on fait là? Donc ça, c'est vraiment une stratégie de cross-sell. Donc c'est à la fois lors de la visite de nos chargés de clientèle, puisque on est une des seules entreprises à systématiquement faire une visite d'évaluation au domicile. On ne conçoit pas de faire une prestation de ménage ou de garde d'enfants sans avoir vu sur place, les clients, le domicile et du coup d'affiner le plus possible le besoin de la famille. Donc effectivement, quand on est dans une famille où on nous fait venir pour du ménage-repassage, quand vous faites le tour du domicile, si vous voyez par exemple qu'il y a des lits ou des chambres d'enfants, à un moment dans la visite, vous rebondissez sur est-ce que vous auriez besoin également de garde d'enfants? J'ai vu qu'il y avait... c'est logique. Donc voilà, donc ça c'est le cross-sell assez classique et je dirais du bon commerçant. Même chose avec le jardinage. Normal. Il y a un jardin, est-ce que vous auriez besoin? Et après, il y a tout le marketing qu'on fait en back-office pour cibler les clients et leur pousser des nouveaux besoins, leur pousser des nouvelles offres, des offres promotionnelles pour qu'ils aient envie de consommer sur un autre service que celui qu'ils consomment initialement. Service sous tension, le service à la personne, personnes âgées. J'ai entendu, je l'ai dit hier en présence de Denis Père, qui dans un livre, il évoquait Joe Biden qui disait mais et si on les payait plus? Parce que Joe Biden lance la question du niveau des salaires. Sur cette question c'est un métier en tension, puis c'est aussi un métier qui n'est pas attractif, parce que c'est un métier difficile parfois, mais aussi pas assez rémunéré. Sur cette question-là, comment vous gérez cette relation, non pas avec votre client, mais avec vos salariés? Alors il y a plusieurs effectivement questions. Le sujet, c'est de rendre le métier attractif, de faire connaître ce métier parce que c'est un métier qui a du sens. C'est vrai. Aider les autres, ça fait partie des critères qu'on recherche chez les collaborateurs qu'on veut embaucher. Ensuite, on est dans un secteur à faible marge. Le secteur des services à la personne, on est sur un métier de centimier. Et donc, on fait attention à toutes nos dépenses. Maintenant, vous avez parfaitement raison, la politique de rémunération, elle doit faire partie de l'attractivité. Oui. C'est un des enjeux. Oui, parce que, comme je le disais tout à l'heure, un bon salarié, il peut vous quitter pour aller chez l'enseigne qui est juste à côté. Parce qu'il y a de la concurrence. Et parfois pour quelques centimes de l'heure. Donc, effectivement, nous, on a travaillé sur ce sujet et ce n'est pas terminé. Donc, on est bon an mal an sur SMIC à SMIC plus 10% sur le taux horaire de base. Après, il y a aussi une prime d'ancienneté. On a mis ensuite une prime annuelle sur tout ce qui est autour de la satisfaction. Ça, c'est important. Donc, la notation du client. Tout à fait. Ça, c'est très important. Ça entre en ligne de compte. Ensuite, vous avez l'intéressement et la participation, puisque la taille de notre entreprise fait qu'on est soumis à des obligations légales comme la participation. L'intéressement, là, chaque entreprise décide de le mettre ou pas. Nous, on a décidé de le mettre en place, ce qui nous permet d'avoir une politique salariale un peu plus large. Bien entendu, on rembourse aussi les frais kilométriques entre un domicile et un autre. Ça, c'est important. Ce qui n'est pas toujours le cas. Si vous travaillez, par exemple, pour des particuliers ou en chèque CESU, vous allez d'un particulier à un autre. Forcément, le particulier, il ne vous paye pas les kilomètres pour aller du point A au point B. Là, vous prenez en charge, ça, c'est un élément très important. Donc, effectivement, on prend à la fois les kilomètres et les temps. Ensuite, chaque salarié est équipé d'un smartphone professionnel pour son travail et on permet un peu de tolérance ça aussi, pour pouvoir travailler sur ça. Parce que un de nos enjeux, c'est de travailler sur tout ce qui peut tourner en termes de périphérique de rémunération. L'environnement. On ne peut pas jouer que sur le salaire de base qui est chargé. Et puis, on a créé aussi une petite innovation à travers un partenariat avec Renault pour avoir des Twingo à 99 € par mois pour nos salariés. Et donc, pour nos salariés n'ont pas les moyens de se payer la voiture. Donc, c'est pas nous qui payons la voiture, mais le salarié bénéficie d'un partenariat et d'un véhicule neuf pour 99 € par mois, entretien compris. Et pas une teuf qui tombe en panne, parce que c'est un vrai sujet que vous avez, j'imagine, de salariés qui disent moi je suis encore en panne avec ma bagnole. Et le client vous appelle et dit mais c'est pas sérieux, forcément. On a une partie de nos salariés qui ont des véhicules effectivement assez vieux et puis à un moment il y a des pannes.
Jean-François Auclair, c'est une question un peu rituelle dans notre émission, dans cette rubrique, dans le grand entretien ou dans d'autres rubriques. Les perspectives d'avenir, vous nous l'avez dit, vous allez opter pour le franchiser, donc il reste encore des espaces et de la place. En termes de recrutement, comment ça se passe là aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs sujets, parce que sur notre développement, c'est aussi, on fait beaucoup de croissance externe. Nous rachetons pas mal d'entreprises. Au-delà d'être le leader français, on veut devenir le leader européen. J'ai vu qu'il y et avait demain, le leader mondial, c'est notre ambition au niveau du groupe. Donc, ensuite, sur le recrutement. On arrive sur la période de la rentrée scolaire qui est, pour nous, c'est l'équivalent des soldes dans le retail. Bien sûr. Donc, c'est le gros boom et c'est là qu'on a la plus grosse acquisition client et donc notre plus gros volume de recrutement. En gros, sur une année classique... En ce moment, ça commence. Oui, ça commence. C'est là, c'est la période. Sur juillet, août et septembre, on va recruter 3000 salariés. Donc environ 1200 personnes sur les métiers du ménage-repassage, 1000 sur la garde d'enfants et 800 sur le métier d'auxiliaire de vie pour accompagner les personnes âgées. Plus pointu sur le recrutement, les auxiliaires de vie pour les personnes âgées. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de... Mais sur les auxiliaires de vie, vous avez une nécessité de diplôme, Mais bien sûr, de par notre législation du secteur, ou d'expérience professionnelle. bien sûr. Donc effectivement, on n'a pas quelqu'un qui peut dire tiens, je sais pas, j'étais vendeuse dans le retail, Ça marche pas. je vais devenir auxiliaire de vie Non, demain. il faut Ça nécessite de passer par de la formation. Alors on peut accompagner des collaborateurs par de la formation. On est d'ailleurs en train de monter aussi notre propre CFA d'entreprise, Ah oui. parce qu'à un moment, quand vous êtes en tension, il faut Fabriquer remonter vous-même. C'est ça, il faut remonter l'entonnoir et aller chercher des personnes. Vous avez aussi ce sujet de diplôme sur la garde d'enfants. Parce que sur la garde d'enfants de moins de 3 ans, on a une nécessité de diplôme ou d'expérience professionnelle d'1 an auprès de ces publics. Sur la puériculture, Tout à fait. qui est obligatoire. Sur le ménage repassage ou la garde d'enfants de plus de 3 ans, là, il n'y a pas une nécessité de diplôme, donc c'est plus ouvert. C'est pas pour ça qu'on n'est pas Oui, qu'il y a pas de vigilant exigence. sur le recrutement. Donc là, vous êtes dans la zone de recrutement. Et Ah, en on est tout en cas, plein dedans là. Ce qu'on entend, parce que malheureusement le temps file à toute allure, ce qui est plutôt une excellente nouvelle quand le temps va vite, Oui. c'est que vous souhaitez quand même, pour conclure, devenir le leader européen jusqu'à devenir le leader mondial. C'est notre ambition et sur le leader européen, on est en train de faire en sorte de faire quelques acquisitions à l'international puisque nous sommes déjà en Espagne et nous sommes en train de regarder dans d'autres pays, en Europe et hors Europe pour faire des acquisitions. O2, c'est une petite bulle d'oxygène qui est en train de devenir très grosse, Tout à fait. de service à la personne. Rappelons-le, dont le siège, puisqu'on en a longuement parlé, et ce n'est pas une anecdote, est basé au Mans. Au Mans, dans la Sarthe. Avec 450 salariés, c'est dans la Sarthe. Merci Jean-François Auclair. Si je peux juste ajouter un Bien dernier sûr, petit mot bien pour sûr. le recrutement, rejoignez-nous sur le site o2recrute.fr. o2recrute.fr. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci. Après cette année compliquée et l'accélération, parce que les chiffres de 2021 sont bons, avec un plus, c'est pas... Oui, plus sont 5, vraiment plus bons. 5, c'est combien les chiffres là Ah, on est quasiment à plus 10%. À plus 10. Ouais, ouais. Donc ça fait évidemment du bien. Ça fait du bien de genre de repartir sur une belle année. Merci d'être venu O2, 14 000 salariés du CDI avec 70 000 clients seniors, repassage, ménage, garde d'enfants pour être Tout à fait. complet. Merci, c'était un plaisir de vous accueillir Merci. sur le plateau. On termine, tiens d'ailleurs, ça va intéresser l'ancien DRH que vous êtes avec l'une des membres de l'équipe RH de Noroto. Noroto, c'est l'équipement voiture. Eux aussi, leurs garages se sont retrouvés évidemment démunis, sans voiture, puisque les voitures ne sortaient plus pendant cette crise Covid. Et ils recrutent, on en parle avec elle, et c'est tout de suite, c'est Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi. Vous êtes déjà venu sur notre plateau, vous êtes une habituée. Merci d'être avec nous, Johanna Vigier. Vous êtes co-leader RH de Noroto France. Vous êtes venu nous apporter des bonnes nouvelles. Je l'évoquais dans le contexte, les garages Noroto et pas que Noroto. Évidemment, il n'y avait plus de voitures. On a même vu des garagistes indépendants qui disaient « mais moi, je ne m'en sors plus ». Il n'y a plus de voitures. Là, vous êtes venu nous parler de recrutement, notamment de recrutement en alternance. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on a tous connu cette crise, cette longue période très particulière. On a eu la chance de pouvoir rester ouvert. Alors avec un mode de fonctionnement un petit peu au ralenti, mais quand même rester ouvert. Et là, c'est vrai que pour la saison qui s'annonce, avec les départs en vacances, avec beaucoup plus de départs en vacances en France, donc des Français qui vont prendre davantage leur voiture, peut-être que d'autres années, on renforce nos équipes avec des contrats de jeunes pour l'été, des contrats saisonniers et aussi beaucoup d'alternance. Saisonnier, jeune, quel âge Alors, 18. c'est vrai que nous, la part de nos collaborateurs de
moins de 26 ans est très importante chez nous. C'est jeune. Et puis, on a un fonctionnement, et j'étais déjà venue en parler au mois de décembre, de promotion interne, de formation interne. Donc, l'alternance, c'est ce qui nous intéresse aussi. C'est qu'on accompagne les collaborateurs et les jeunes pour faire un parcours dans l'entreprise et idéalement les garder derrière. Emploi saisonnier, alternance. L'alternance, donc on l'a compris, c'est un employeur et une phase de scolarité. Oui. 15 jours, une semaine, 3 semaines. Enfin, je ne sais pas comment vous l'organisez d'ailleurs. Selon les formations, en fait, on a plusieurs types d'alternance. Ça peut être 3 semaines, 15 jours, voilà, selon. Ouais. Les métiers que vous recrutez en alternance, bon, évidemment, nos retours, on l'a compris, ce sont des mécanos, des mécaniciens, mais pas seulement. Alors nous, nos centres auto sont composés d'une partie magasin, donc de la vente, et d'une partie atelier. Alors effectivement, avec des monteurs pneus, des mécaniciens, voilà, et puis des vendeurs, effectivement. L'idée, le fait que vous veniez nous en parler en plateau et que vous valorisiez cette initiative, parce qu'on a beaucoup parlé des alternances, ça a plutôt bien marché d'ailleurs, hein, le gouvernement a poussé, oui. C'est parce qu'il y a quoi? Il y a une pénurie, c'est compliqué aujourd'hui. Est-ce qu'on évoquait tout à l'heure avec O2, le service à la personne, la difficulté de recrutement. Est-ce qu'il y a un problème d'attractivité dans ces métiers? Est-ce que les jeunes aujourd'hui sont poussés suffisamment vers les métiers manuels, pour le dire un peu directement? Sûrement pas assez en France d'une manière générale. Alors nous, ce qu'on essaye de faire, je pense qu'on a plutôt une bonne image employeur, comme on dit, avec une ambiance dans nos centres où les gens s'attachent quand même à l'entreprise et à nos valeurs. On essaye de développer dans toutes les régions de France des partenariats avec les écoles de formation pour faire ce qu'on appelle des classes dédiées, où on va faire un partenariat où on a un peu des jeunes qui vont prioritairement venir chez nous pour faire leur alternance, un peu notre mot à dire aussi sur le contenu de la formation, et ça nous permet d'orienter dès le départ. À vous apporter aussi du contenu dans le processus de formation, en disant quoi? Faudrait peut-être orienter un peu plus le jeune sur, je ne sais pas, des domaines techniques, des choses qui... Oui, et puis on est comme beaucoup d'entreprises en transition en ce moment, depuis quelques temps et de plus en plus vite, vers de l'électrique, vers de l'électronique, puisque les véhicules, voilà. Donc ça, c'est des formations qui doivent aussi bouger. On forme en interne là-dessus progressivement en fonction de notre clientèle, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a en cible et qui va aussi contribuer à nous rendre attractifs. J'allais vous le dire, c'est peut-être intéressant ce virage pour donner envie à des jeunes qui finalement ne mettent plus les mains dans le cambouis, mais mettent les mains dans une batterie ion-lithium. C'est très différent dans l'environnement même de travail. Oui, tout à fait. C'est vraiment une part électronique et électrique très importante. On va aussi vers ce qu'on appelle la mobilité douce, avec des vélos électriques, des scooters électriques, des trottinettes électriques. Et ça aussi, vous dites, après tout, nos rotos peut aussi prendre en charge, parce qu'on en a besoin. On prend déjà en charge, vous êtes déjà sur les sites. On est déjà là-dessus. Oui, j'ai vu que vous vendiez, mais je ne savais pas que vous faisiez de la réparation. Oui, aussi. D'accord, donc en vélo électrique, on est d'accord. Et tout ce qui est... Alors, la voiture électrique, là, on a vu la visite d'Emmanuel Macron, là, on l'a commenté avant-hier, à Douai, pour faire une énorme usine de batteries. C'est la voiture électrique, c'est le camion électrique, c'est l'hydrogène. Là aussi, vous focus sur des formations pour qu'un client qui arrive avec une voiture électrique ou hybride puisse être pris en charge. On est déjà en capacité de le faire et ça monte progressivement, mais sur la formation, il faut évidemment avoir un coup d'avance là-dessus et former déjà aujourd'hui nos jeunes. Donc on le forme en interne et on fait des partenariats aussi avec les écoles qui commencent à accompagner les jeunes là-dessus. Johanna, 1000 alternants pour ceux qui nous regardent, parce qu'on évoquait tout à l'heure les recrutements, on est dans la phase des recrutements, les jeunes cherchent leur employeur, là ils envoient leur CV, c'est réparti sur tout le territoire français, tout le territoire. On est d'accord. Donc ils vont où, Johanna, pour aller chercher nos recrutement? Souvent sur Internet, LinkedIn, vous allez où? Sur notre site Noroto Recrutement, et on a même un lien Noroto Recrutement Alternance. Ils peuvent aller aussi directement dans les centres. Quelquefois, le contact direct, c'est sympa aussi. Et on est encore en cours de recrutement puisque les alternances, on les recrute jusqu'à octobre-novembre. Donc, c'est pas fini et on est en cours de recrutement. Ouais. Donc, toc, 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 on pousse la porte de Noroto, je me présente, je m'appelle Henri et puis je voudrais une alternance. Ouais. Et le chef de centre l'accueille pas, lui dit nous on est déjà complet. C'est ça l'idée. Oui, mais on en cherche encore beaucoup, on en attend encore beaucoup et comme vous disiez, c'est pas si simple de trouver des alternants aujourd'hui.
Merci Johanna Vigier. 1000 alternants chez Noroto partout en France. Allez sur le site ou allez sur j'imagine que tous les canaux utilisés par les services RH, ils sont partout, Noroto. On vous attend. Ils vous attendent avec aussi des transformations du métier. C'est pas uniquement le bleu plein de cambouis, c'est aussi de la vente, c'est aussi de l'accueil client, c'est aussi de la voiture électrique et du vélo, qui est effectivement une autre manière de penser la mobilité et ce métier de mécanicien. C'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau, co-leader RH chez Noroto France qui recrute, et nous sommes une émission qui parlons des entreprises qui recrutent. C'est la fin de Smart Job, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Je serai là, non pas demain, je serai là lundi, remplacé par Fanny Griesmer. C'était un vrai plaisir, on se retrouve lundi, et puis d'ici là, portez-vous bien évidemment, tout se passera très bien demain en direct, comme d'habitude, ce sera Smart Job. Bye bye.